Dernière partie sur les paramétrages techniques, on va voir toutes les autres configurations qui peuvent être utiles. Alors, premièrement, le fichier whois. C'est un fichier en fait qui permet de relier un nom de domaine à une personne morale ou une personne physique. C'est-à-dire que ça vous permet d'identifier le propriétaire d'un nom de domaine. Alors le souci, c'est que en fait de base, quand vous n'avez pas fait une configuration spéciale, en règle générale, votre fichier whois lié à votre nom de domaine est mis en mode privé. Et c'est à vous de faire une petite manipulation pour le mettre en mode public et indiquer quelles sont vos coordonnées en tant que propriétaire de ce domaine. Alors le problème, c'est que là, il y a beaucoup de gens qui oublient de faire cette étape, qui ne savent pas qu'on est censé le faire, et donc qui ne le font pas. Par contre, 100% des spammers vont bien conserver leur fichier whois anonyme en mode privé, parce que justement, ils ne veulent pas s'identifier. Et le problème, c'est que, voilà, du coup, si vous avez un whois qui reste en mode privé, votre délivrabilité va être pénalisée. C'est pas catastrophique, mais on est là pour faire les choses de la meilleure manière, pour optimiser à fond et petit à petit augmenter de manière considérable votre délivrabilité. Donc toutes ces petites choses ont leur importance. Donc là, en l'occurrence, c'est assez facile. Vous pouvez aller vérifier sur le site whois.com, vous tapez simplement votre nom de domaine et vous verrez, vous lisez en fait le fichier. Si vous avez un message comme celui de gauche, vous voyez avec un warning, vous êtes en privé. Si vos coordonnées sont bien affichées, vous êtes en public. Donc pour le mettre en public, c'est une configuration à faire sur votre hébergeur. Alors je ne peux pas vous dire exactement où c'est selon votre hébergeur, ça va changer. À vous de rechercher ou de regarder dans l'aide de votre hébergeur. Par exemple, toujours sur le même hébergeur Always Data, il faut aller dans Domaine et vous avez une section sur le changement de propriétaire et vous pouvez éditer et à la fin vous avez des cases à cocher ou pas. D'ailleurs, vous voyez que ces cases qui propose de cacher les données de base sont cochées. Ce qui veut dire que ça va mettre votre fichier whois en privé, alors qu'en fait, non. Après, si vous êtes une entreprise, a priori, vous n'avez rien à cacher, vous ne voulez montrer patte blanche, donc il faut décocher ces cases et votre fichier whois sera automatiquement rendu public. Alors, un autre réglage technique, ce sont ce qu'on appelle les reverse DNS ou les enregistrements PTR en français. Donc, on revient sur notre notion de DNS. Dans les DNS, quand vous achetez et vous ouvrez un nouveau nom de domaine, vous aurez de base des enregistrements de type A. Les enregistrements de type A, ils attribuent à un nom de domaine une adresse IP. Je ne vais pas vous faire un cours sur comment fonctionne Internet, etc. Mais vous savez qu'un humain va rentrer un nom de domaine donc qui lui parle avec des mots intelligibles. Et en fait, la machine, elle va associer ça à une adresse IP pour aller chercher des informations sur le serveur sur lequel elles sont stockés les fichiers du site Internet. Ok, donc ça, c'est grâce aux enregistrements A. Maintenant, les enregistrements PTR, c'est pour ça qu'on les appelle les reverse DNS, c'est qu'ils font l'opération inverse. C'est-à-dire qu'ils associent à une adresse IP, un nom de domaine. Donc, et eux sont pas configurés de base. Donc il faut les configurer, mais seulement si vous avez une IP dédiée. Alors on va voir juste après les notions d'IP dédiée ou mutualisée. Mais en gros, si vous savez que vous avez une IP dédiée, il faut simplement pas oublier de faire ce paramétrage. Et encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous suivez les tutoriels pour qu'il soit bien configuré. En fait, c'est logique. Si vous avez une IP mutualisée, c'est-à-dire que vous avez plusieurs noms de domaine qui vont être rattachés à cette IP. Donc on a juste les enregistrements A qui vont faire leur boulot. Maintenant, si vous avez choisi une IP dédiée, vous êtes le seul nom de domaine puisque l'IP vous appartient entre guillemets, est dédié pour vous. Donc vous pouvez créer un enregistrement en reverse DNS qui va créer qui va authentifier entre guillemets cette unicité entre le nom de domaine et l'IP. Alors justement, les IP mutualisés ou dédiés, vous en avez peut-être déjà entendu parler.
Quand vous êtes sur des logiciels d'emailing et surtout vous êtes sur des volumes d'envoi d'emails importants, en général, ces logiciels vous proposent une option payante pour avoir accès à une adresse IP dédiée. En général, ils vont vous dire que c'est forcément mieux parce que c'est une option payante, mais pas forcément. C'est un peu le message que vous met cette personne sur le blog, dont je vous mets le lien juste en dessous. Donc avec une IP dédiée, vous avez une adresse IP unique pour votre nom de domaine. Avec une IP mutualisée, ça veut dire qu'il y a plusieurs noms de domaine qui sont rattachés à la même IP. Donc vous avez en fait des entreprises lambda que vous ne connaissez pas qui utilisent le même serveur et donc qui ont la même adresse IP que vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, vous partagez la réputation de l'IP avec d'autres personnes ou d'autres entreprises. Ce qui veut dire que c'est tout à fait imaginable que parmi ces autres personnes avec qui vous partagez l'IP, il y ait un spammer et que du jour au lendemain, d'un coup, cette personne fasse un peu n'importe quoi et que la réputation de l'IP soit fortement dégradée. C'est ce qui explique que ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver que tout d'un coup, vous ayez, si vous êtes en IP mutualisé, une délivrabilité qui chute sur un jour ou deux, et vous ne comprenez pas pourquoi, parce que vraiment rien n'a changé. Donc ça c'est possible, sauf que voilà, si quelqu'un est un spammer sur votre adresse IP, en théorie il va être banni par le logiciel d'email qui en fait veille à ce que les bonnes pratiques soient respectées pour la satisfaction de l'ensemble de ses clients. Donc vous inquiétez pas, déjà c'est très rare, et si ça arrive, en général, votre réputation d'IP, elle remonte très rapidement en quelques jours. Voilà, et donc globalement, en règle générale, tout se passe bien. Vous allez avoir, avec une IP mutualisée, une réputation plutôt moyenne, bonne, selon en fait l'outil d'emailing chez qui vous êtes. Et c'est leur métier à eux, de base, alors ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, mais de base, des Mailchimp, des Sendinblue, des Mailjet, ce sont des routeurs d'emails. Donc leur cœur de métier, c'est vraiment de router les emails, finalement comme la poste, et de s'assurer que la grosse majorité de vos emails soient délivrés et arrivent en boîte de réception. Donc, en ayant une IP mutualisée, vous êtes sur quelque chose de sécurisant, vous déléguez ce savoir-faire à cet outil et vous ne vous prenez pas la tête, et en général, à part si vous êtes vraiment chez un mauvais outil, vous allez avoir une délivrabilité qui est très très acceptable. Maintenant, si vous voulez passer au niveau encore d'au-dessus et que vous avez notamment des volumes d'emails importants, vous pouvez choisir de passer sur une IP dédiée. Alors là, quand vous êtes sur une IP dédiée, tout repose entre vos mains. C'est à vous de gérer et de monitorer la réputation de votre IP. Et cette réputation dépend uniquement de vous et donc de la façon dont vous envoyez vos emails et dont vous vous y prenez. Okay, donc cette option vous permet potentiellement d'avoir une réputation encore meilleure, puisque si vous êtes le seul et que vous faites les choses très très bien, vous pouvez avoir une délivrabilité non pas seulement moyenne à bonne, mais vraiment vraiment excellente. Par contre, si vous n'avez pas en interne des connaissances suffisantes pour bien gérer cette adresse IP dédiée, ça risque d'être contre-productif parce que vous risquez de payer cette option pour finalement faire aussi bien, voire moins bien qu'en IP mutualisé. Donc voilà, à voir où est-ce que vous vous situez pour faire le bon choix. Et puis, bien sûr, vous pouvez tomber en blacklist, vous pouvez être référencé en blacklist. Et ouais. Vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Si vous êtes par exemple sur une, deux, voire trois blacklists, c'est pas catastrophique, ça va pas vous impacter énormément. Sachez que des blacklists donc utilisées, suivies par les email providers, il y en a des centaines. Et en fait, le fait d'être catégorisé en blacklist n'est pas, dans la plupart du temps, définitif. Vous allez être mis en blacklist selon les cas de figure, un jour, quelques jours, plusieurs semaines, et au bout d'un moment, si ça se passe bien, et si vous revenez sur des pratiques plutôt saines, vous allez être déréférencé de cette blacklist. Si vous avez des soucis particuliers et que l'emailing c'est quelque chose de très très important pour votre entreprise et que c'est un levier conséquent avec des moyens importants, vous pouvez également à la mano aller contacter les personnes qui gèrent en fait les blacklists
pour leur dire que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez été blacklisté, qu'a priori vous suivez les guidelines et leur demander en fait d'être déréférencé plus rapidement de ces blacklists. Alors ça en général c'est très compliqué, c'est très fastidieux, donc soit vous êtes sur une stratégie d'emailing vitale pour votre entreprise et avec notamment beaucoup de ressources pour être capable d'allouer du temps à cet exercice-là, soit vous ne prenez pas la tête et vous savez que le référencement en blacklist n'est pas permanent.